tous et bienvenue au Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres, de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir Mathurin Franklin pour une nouvelle fois. Le Maybe Planet l'avait déjà reçu le 8 janvier 2022 à l'occasion de la sortie de son livre « Changement de fréquence, les conflits de l'invisible ». Interview disponible sur la chaîne du Maybe Planet avec Géraldine, Marie-France et Julie, que je vous invite également à revoir. Et bien sûr, soyez curieux pour l'avoir lu. Si vous êtes en retard sur vos cadeaux de Noël ou tout simplement pour vous, je vous recommande fortement ce livre. Nous avons voulu t'inviter, Franklin, cette fois-ci pour explorer ton univers et en connaître un peu plus sur toi. Loin des clichés de Panoramix, Gandalf et j'en passe, et surtout en direct de notre Bretagne, est-ce que tu peux nous expliquer, Franklin, qu'est-ce que c'est que le druidisme pour toi ? Alors, d'abord, le druidisme, parlons-en. Moi, je veux caler les choses tout de suite parce que dans le druidisme, comme dans tout mouvement philosophique, il y a des mouvements sectaires, des mouvements extrémistes et il y a des mouvements qui sont beaucoup plus linéaires, basés sur la spiritualité. Alors, avant de parler de dire ce qu'est le druide, je vais parler de l'histoire du druidisme. Le druidisme, en fait, est celtique, pas que breton, parce qu'il y a des gens qui disent ah, mais il y a des druides, mais qu'en Bretagne. Non. Le celtisme, il faut savoir que les Celtes, c'est moins 3000, moins 4000 avant Christ, sont partis d'un pays dont on entend beaucoup parler, des plaines de l'Ukraine, hein, pour être très précis. Ils sont descendus jusqu'en Iran. Donc, les Celtes, c'est une population qui s'intégrait. Et le noyau dur du celtisme, après, s'est établi, comment dire, dans l'Ouest, hein, dans l'Ouest de la France, et puis après dans les îles anglo-bretonnes. Et le plus grand centre druide, enfin, l'endroit où on retrouve le plus de druides aujourd'hui au monde, c'est en Argentine. Donc, vous voyez, c'est. Peu de gens le savent. Il y a une ville qui s'appelle Trello en Argentine, dans laquelle il y a beaucoup de druides qui sont des Irlandais qui ont émigré et qui ont amené leur culture avec eux, et il y a pas mal de druides là-bas. Alors le druidisme, c'est une vieille histoire. Comment dire, César en parlait. C'était la religion, la philosophie des druides. Alors, le druidisme à l'époque n'était pas partout pareil. Chaque clan avait son druide. Le druide parlait avant le roi. Le druide, alors aujourd'hui, le druide, c'est en sens littéral, c'était les très savants, ou alors il y en a d'autres qui disent l'homme du chêne. Donc il y a plusieurs interprétations. Ceci étant, pour être druide à l'époque des Celtes, il fallait apprendre 20 000 vers par cœur et il y avait 20 ans d'études. Ah oui, c'est étonnant. Alors, donc voilà, ça c'était le druidisme de l'époque. Le druidisme s'est éteint avec la chrétienté. Les druides pensaient, alors donc la philosophie, parce qu'il y avait plusieurs druidismes, il y avait les Celtes, comment dire, continentaux, c'est-à-dire la Gaule, et puis de l'autre côté, il y avait les insulaires, avec le mythe de Dana, les Tuatées de Dana, etc. C'est la même racine, mais ils le vivaient différemment. Donc la France, enfin ce qui est aujourd'hui la France, la Gaule a été plus vite christianisée par les Romains, et comme on a découvert ce qu'étaient vraiment les druides, particulièrement dans l'histoire, c'est que comment dire, l'Irlande a été quand même christianisée un peu plus tard. Et puis surtout, c'est que les clercs de l'époque qui rentrent en monastère étaient d'anciens bardes ou des druides en fait. Et les druides, pourquoi ils se sont fondus dans cette civilisation? Bien, ils partaient du principe qu'ils avaient eu des oracles ou des choses comme ça où ils disaient que il y avait un nouveau dieu qui allait arriver et présider au panthéon des dieux. Donc ils ont accueilli la chrétienté de manière tout à fait simple. Après, on sait ce qui s'est passé. Et donc, on a des écrits sur l'idée de comment dire, de la philosophie druidique, surtout par ce qui s'est passé en Irlande. Ça, c'est déjà le premier, enfin pour moi, c'est le premier point. Deuxième point, on a retrouvé des écrits, dont un qui s'appelle le Mabinogion, qui est toute la mythologie celtique, avec
des légendes, mais qu'on retrouve en Bretagne, qu'Anatole Lebras a repris, parce que là, un breton Je pensais qu'il n'y avait pas de documents écrits, donc le druidisme s'est fait à partir surtout d'archéologie et de témoignages de l'époque. Donc il y a ce fameux témoignage écrit. Non, alors les témoignages dont je parle, c'est la mythologie celtique qui s'appelle le Mabinogion, qui a été retrouvé et donc qui a été écrit, mais ça a été, ce sont des écrits du Moyen Âge, hein, ce ne sont pas des écrits puisque la particularité du druidisme, c'était une philosophie, une religion de l'oralité. Et c'est simple à comprendre, dans la philosophie celte et dans les druides, ils ne voulaient pas d'écrit. Parce qu'il partait du principe que tout ce qui est écrit devient dogmatique et est figé. D'accord. Et certains apprécient peut-être pas ce que je veux dire, mais on le voit bien dans les religions monothéistes, dans les religions du livre, que ce soit l'islam, le judaïsme ou même dans la chrétienté. On voit bien qu'aujourd'hui encore, tout ce qui est écrit est pratiquement imbougeable, que ça entraîne dans des situations qui ne sont pas toujours faciles. Alors que le druide, enfin pas le druide, mais la philosophie druidique part du principe que c'est l'oralité, que les choses bougent et qu'en fonction de l'évolution, il peut y avoir quelques changements. Donc on ne fixait pas dans un livre, d'où l'apprentissage des verbes. Enfin, pas des verbes, 20 000 vers, pour être très précis. Donc ça, c'est un peu l'histoire du druidisme. Alors, ensuite, au 19e siècle, il y a eu le romantisme. Par exemple, Chateaubriand a fréquenté le druidisme, Anatole Lebras, etc. Et donc, ce qu'on appelle le néo-druidisme. Il faut savoir que le néo-druidisme est rené en 1717, dans une taverne à Londres, et où 2 mois avant, il y avait eu la création de, comment dire, de la franc-maçonnerie. Et donc, il y avait des gens dans le druidisme qui étaient très proches de la franc-maçonnerie. Mais en gros, il y a eu 3 mouvements qui se sont créés à partir de 1717. Il y a eu John Toland qui a créé le premier mouvement druidique. Ensuite, il y a eu Iolo Morganwg qui, lui, en a fait un druidisme plus sectaire, entre guillemets, beaucoup plus dur. Et puis, il y a eu Henri Hurle qui était, lui, qui a fait un druidisme social, qui a créé les premières mutuelles, par exemple. D'accord. Donc, il y a 3 branches à ce niveau-là, au niveau du druidisme. Et voilà, ça s'est étendu avec le romantisme, avec des gens comme Chateaubriand. Après, il y a eu l'Agorcès de Bretagne qui s'est créé, hein, donc, où aujourd'hui on a un archidruide, etc. Et puis, il y a des mouvements qui sont créés. Alors, quand des druides te disent « Ah ben moi j'ai un rituel et mon rituel est vrai », non, tout a été réécrit, tout a été pensé entre 1717 et ça c'était les premiers, jusqu'aux rituels qui ont été écrits dans les années 30 ou 40. Hein. D'accord. Donc c'est quelque chose qui évolue en permanence, le druidisme. Oui, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Alors aujourd'hui, donc pour en revenir à ta première question, c'est quoi un druide? À l'époque, c'était, donc si je reprends dans le sens littéral, le très savant qui guidait son clan. Aujourd'hui, le druide, c'est une philosophie, c'est appliqué certains préceptes dans sa vie. Alors moi, pour moi, le druidisme, parce que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, parce qu'il y a des courants de pensée dans le druidisme, et je vous en parle après. Il y a, pour ma part, c'est être un homme tolérant, qui honore la terre-mère, parce que ça fait partie de moi, de ce que je ressens profondément. Et on est très proche du bouddhisme au niveau de la philosophie. Donc les druides, ils honorent la roue de l'année, qui sont 8 rituels par an. Donc on va commencer par le premier qui s'appelle Samin. Il faut savoir que les druides à l'époque, le calendrier était lunisolaire. Un siècle chez les Celtes, c'était 30 ans. Et quand je dis lunisolaire, c'est-à-dire que le début de l'année,
commençait à la lune de Sama. D'ailleurs, aujourd'hui en breton, on dit le Mitsdu, c'est le mois de novembre, c'est le mois noir, et donc ça commençait au mois noir. Donc ça, c'est Sama, c'est la fête la plus importante pour le druidisme, c'est le début de l'année, c'est celtique. Et puis, c'est un moment où il n'y a plus de différence entre le monde des vivants et le monde des désincarnés. Donc, moi, dans mes rituels, on ouvre les portes du cidre. Alors, je tiens à le préciser aussi, je vais vous expliquer ce que c'est le cidre. Il y a un rituel de nuit qui est fait, où on honore les dieux, les désincarnés, et où il y a une réunion des... Comment dire, c'est la magie de l'instant qui nous permet d'honorer nos anciens, enfin les décédés, ceux qui sont partis dans le paradis de l'éternelle jeunesse. Voilà. Et justement, alors, ces cérémonies, elles sont faites comment? Est-ce que vous êtes nombreux qui participent? Alors, ça dépend. Il y a des groupes qui sont extrêmement fermés, puis il y a d'autres groupes où nous, on invite, quand on fait une cérémonie de Sama, les gens peuvent. Enfin, les gens. Je ne fais pas des rituels à 50 personnes, mais on a des amis qui viennent, les gens qui sont intéressés, et ils peuvent participer. Voilà, pour voir le druide ritualisé, où on appelle, il y a une ouverture. Alors, le site, c'est quoi? C'est le monde des esprits, en fait. Hein. Je fais un raccourci, c'est un peu plus compliqué que ça. Et sous le druide se met en relation d'esprit avec les esprits des incarnés. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a quelque temps, mais est-ce que vous avez un pouvoir? Oui, j'ai le pouvoir de faire le rituel, point, mais je n'ai aucun pouvoir. Ça, là, j'ai été contacté, je vais vous raconter une anecdote qui est récente. J'ai reçu un mail il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui me dit voilà, nous sommes un groupe un corps de la médecine, je ne vais pas dire lequel. Est-ce que vous pouvez nous apprendre la médecine druidique? Enfin, attendez, les gens sont. Enfin, la médecine druidique, ok, on s'intéresse aux plantes, on travaille par exemple dans le groupe, on a quelqu'un qui est spécialisé en aromathérapie. Moi, je suis plus spécialisé sur les états modifiés de conscience et on travaille ensemble. On n'a pas la prétention de remplacer un médecin et d'avoir une médecine particulière. Donc, le rituel, ça s'organise comment? C'est un cercle. Alors, ça dépend des groupes. Il y a des groupes qui ritualisent autour d'un menhir. Il y en a d'autres qui mettent une pierre et qui montent dessus et qui forment un cercle. Nous, c'est dans un cercle qu'on a créé. Donc, il y a 12 pierres. Donc, qui représentent le nord, le sud, les pierres intermédiaires, etc. Et dans ce cercle, il y a une proportion qui est en fin de compte un multiple de pi ou le multiple de pi, pour être très clair. Donc, on a entre 3 mètres, 6 mètres, 9 mètres de diamètre, et puis là, on place les gens. Donc, le druide ritualise. On a la maîtresse du feu ou le gardien du feu, parce que ce qu'il faut quand même préciser aussi sur le druidisme, c'est que le druidisme, les femmes peuvent être druides sans problème, druidesses. Et la particularité, on revient à cette histoire. Je suis désolé si je suis un peu brouillon, mais j'essaie de vous expliquer pourquoi moi je suis devenu druide aussi. Parce que c'est une philosophie qui honore les femmes. Hein. À la base, il faut savoir que chez les Celtes, la femme avait exactement les mêmes droits que l'homme. Donc, pouvait se marier, mais pouvait divorcer. Enfin, il n'y avait pas vraiment de mariage. Quand je dis ça, c'est d'abord la femme qui choisissait son mari, et puis elle prenait l'essai. Si ça marchait, elle le gardait. Si ça ne marchait pas, elle en prenait un autre. Je veux dire, c'était une société totalement. Et je le dis avec humour parce qu'ils avaient réglé le problème de la filiation. Et là, je vais vous faire appel à, par exemple, la légende du roi Arthur ou dans les contes celtiques. On voit souvent que c'est non pas l'enfant du roi, mais le neveu du roi qui devient le roi lui-même après. C'est simple, quand un bébé naissait et que le couple s'entendait bien, l'enfant restait avec son père et sa mère. Mais si le couple se séparait pour une question ou une autre, le référent masculin de l'enfant devenait son oncle, son cousin ou éventuellement son grand-père. Donc le problème était réglé et l'homme qui divorçait pouvait être responsable du neveu, de son neveu, etc. Donc ça, c'était dans la civilisation celtique. Et donc, chez les druides, on honorait, enfin chez les Celtes,
ils honoraient, quand je dis que la femme est l'équivalent de l'homme dans tous ses droits, mais elle est même un peu au-dessus, puisque on parle du Graal, hein, alors façon de parler, et du calice. La femme était considérée, c'est elle qui porte l'enfant. Et donc, elle était honorée pour tout ça. Donc, la femme a une place très prépondérante dans le... Et un cercle druidique ne peut pas tourner s'il n'y a pas de femme. Alors, c'est arrivé qu'on se retrouve entre copains à faire un cercle, que des filles entre elles se retrouvent à faire un cercle, mais un cercle, il doit y avoir des hommes et des femmes. Et chez les druides, dans nos rituels, aujourd'hui, donc il y a des échelons, des apprenants, apprentis. Alors, chez nous, c'est marcassin. Après, tu es druide postulant, et puis après, tu as des échelons. Et après, le dernier grade, tu deviens druide sacerdotal. Le druide sacerdotal, c'est celui qui enseigne, qui transmet, etc. Là, pour être druide sacerdotal, il faut qu'il y ait un homme et une femme pour le devenir. D'accord. Il faut que la cérémonie soit faite par l'homme et la femme pour que les deux polarités soient transmises, en fait. Et ça, c'est très important. Très, très important. Et qui décide qui devient qui? Alors, en fonction des groupes, tu as un cursus. Moi, j'ai mes amis de la Crédène Keltiec qui ont un cursus avec plusieurs grades. Nous, dans notre cercle, on en a 3. Mais on arrive toujours à peu près au même temps d'apprentissage pour un druide. Un druide, c'est en gros 9 ans. D'accord. Et après, on devient druide. Et le sacerdoce est proposé. On ne sait jamais si on va nous proposer le sacerdoce. Ce n'est pas une obligation. Donc, il y a des gens qui ne... Et puis, il y a des gens qui ne seront jamais sacerdotaux parce que, en fait, sacerdotal, c'est un engagement. L'engagement, c'est aussi transmettre, d'apprendre, d'animer un cycle, etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire. Ils sont tout à fait bien dans le druidisme et qui disent, bon, bah, ça, cette partie-là, je la laisse aux autres. Moi, donc, je suis devenu druide sacerdotal, j'y songeais même pas, on me l'a proposé et j'ai accepté. Mais c'est pas une obligation. D'accord. Le déroulement, alors en gros, il y a la Samin, donc qui est la nouvelle année celtique, qui est un rituel nocturne où le druide ouvre les portes du Cid. Alors quand je dis ça, c'est les portes de l'autre monde en esprit et se met en rapport. Et donc on fête les désincarnés et là on rencontre, alors évidemment de manière tout à fait comment dire, symbolique, hein, parce que, encore une fois, je tiens à le dire, en parlant du pouvoir, j'ai le pouvoir de faire les rituels, mais si tant est qu'il se passe quelque chose, je ne suis qu'un canal, hein, moi, en tant que Mathurin Franklin, je n'ai absolument pas de pouvoir. Enfin, je veux dire, il faut arrêter aussi, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent investis d'un pouvoir. Moi, je m'imagine investi de rien, je fais mon rituel en mon âme et conscience, et je dirais que la magie qui s'y passe, c'est la magie de l'instant. C'est pas une magie, je ne fais pas apparaître des faits ou des choses comme ça. C'est la magie de l'instant. C'est qu'on le fait en conscience avec honnêteté intellectuelle, bonheur et vraiment amour. Voilà. Donc ça, c'est le premier rituel. Ensuite, il y a le solstice d'hiver, hein, aux alentours du 20 décembre. Alors moi, je dis toujours aux alentours, il n'y a pas de date fixe. Nous, notre rituel est toujours basé en fonction de la lunaison. On ne fait jamais un rituel en lune descendante. On fait toujours notre rituel en lune montante pour avoir le maximum d'énergie pour différentes raisons. Et je ne vais pas rentrer dans le détail là. Et ensuite, alors il y a certains groupes qui font, mais pas tous, on fait ce qu'on appelle Gourdesiou, qui sont les prédictions. Chacun dans notre cercle se met en méditation et on essaye de capter les énergies du moment. À savoir, est-ce qu'on a un ressenti pour l'année qui vient, etc. Alors, c'est intéressant puisqu'on se confronte et puis voilà. Ensuite, l'autre fête, alors si on continue la roue, il y a Brigantia qui est une fête pour moi très féminine. Alors, le sens de cette fête, c'est remercier la terre, enfin, c'est pas remercier, c'est honorer la terre qui commence à voir ses graines germer. Donc, c'est un rituel qui est souvent fait par les femmes, hein. Et c'est pareil, c'est un rituel nocturne. Il y a 2 rituels nocturnes dans l'année, c'est Samin et Brigantia. D'accord. Et puis ensuite, il y a les équinoxes, et puis il y a à nouveau le solstice. Alors, il y a Beltan, tout le monde parle des feux de
de bel temps. Donc, ensuite, quand je dis les feux de bel temps, chez nous, bel temps, c'est aux alentours du 1er mai. C'est en correspondance avec sa main, puisque le druide réouvre les portes du cycle en mode lumineux. Et puis ensuite, il y a le Lugnasat, en fait, le dieu Lug. Ensuite, il y a Tretrevad. Alors nous, on l'appelle Tretrevad, d'autres l'appellent. Il y a d'autres noms, puisque en fonction de, comment dire, du groupe dans lequel on est qu'on est insulaire. Moi, j'ai plus comment dire, une fibre insulaire, beaucoup plus les rites plutôt des îles anglo-saxonnes ou irlandais. Là, moi, j'ai des copains qui sont sur Limoges, c'est le rite gaulois. Donc, des fois, je comprends pas les noms qu'ils me racontent, ils comprennent pas spécialement bien, alors que c'est le même sens. C'est-à-dire la liberté qu'il faut avoir. Donc, il y a une fête très importante. La prochaine, pour moi, c'est ce week-end. On fait une balade, c'est-à-dire que là, on remercie la terre pour l'abondance qu'elle nous a donnée, puisque les moissons sont au grenier, les pommes de terre ont été ramassées, etc. Et d'ailleurs, en fin juillet, dans leur rituel, on a accueilli, enfin, pas fin juillet, fin juin, les murs, on a accueilli un beau bouquet, et on remet, en participant du rituel, un bouquet de blé, toujours par 3, par 6 ou par 9, je dirais, à cause de la tripartition, et pour apporter l'abondance dans les maisons. Et on brûle le blé de l'année précédente. On le remet pour remercier les dieux et déesses de nous les avoir donnés. Donc voilà, donc on a tout un rituel tout au long de l'année. Alors la philosophie druidique, c'est quoi? Les druides croient à la transmigration de l'âme. C'est-à-dire que on ne pense pas qu'on soit, enfin pour certains, que tout le monde n'a pas la même idée, hein, mais moi, dans le groupe dans lequel je fais partie, la transmigration de l'âme, c'est-à-dire que l'âme passe d'un corps à un autre, mais pas spécialement d'un corps à un autre. On peut aller sur une autre planète, vivre d'autres expériences ailleurs. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas une réincarnation ou une incarnation, c'est la transmigration, qui peut être par moment en incarnation, mais qui peut être éventuellement dans un autre monde, sur une autre planète, dans d'autres niveaux, etc. Ça, c'est la philosophie druidique. L'âme ne meurt pas. Ou dans d'autres cas aussi, que ce soit un être humain, un animal, une plante, ou est-ce qu'on est toujours humain? À la base, le druide pense qu'il faut avoir tout vécu pour monter au paradis blanc, le Gwenved. Donc, le druide pense, enfin, on est passé par le stade minéral, par le stade végétal, le stade animal, et là, on est dans le cercle d'Abrel, ou les cercles des vies, où on ne peut être qu'en humain. Tu peux pas redescendre. C'est la différence avec, par exemple, l'Inde, où les Indiens disent, bah non, il y a les vaches sacrées, ça peut être ma grand-mère, etc. Non, tu peux revenir au même stade, mais certainement pas régresser. Donc, c'est une évolution permanente. D'accord. C'est la petite nuance qui existe entre vous deux. Voilà, donc, et le tout, c'est d'arriver dans le paradis blanc. Alors aussi, le paradis blanc, c'est au-dessus de l'éther, c'est le haut astral, etc. Et donc, il y a 3 cercles, le cercle de la Brède, le cercle des vies, le cercle blanc, hein, le paradis blanc, et Kegan, que seul l'innommé, parce qu'on pense qu'il n'y a qu'un seul être, qui est l'innommé, l'innovateur. Alors, on l'appelle l'innommé parce que chez nous, il n'a ni forme, c'est vraiment. On ne peut pas le représenter comme un grand barbu sur une chaise. C'est l'innommé, l'inconnaissable, parce qu'on ne peut pas le connaître. Et ce cercle-là, seul lui peut le traverser. Alors, dans les légendes, il y a des esprits qui ont voulu traverser le cercle de Kegan parce qu'au bout d'un moment, dans le paradis blanc, je le dis avec humour, peut-être s'ennuyait-il, et ils se disent, pourquoi, si lui passe Kegan, pourquoi moi j'irai pas? Alors, ceux qui passent Kegan retombent dans le néant et recommencent, minéral, etc., dans différentes planètes. Ça, c'est la philosophie druidique. Après, les dieux et déesses, parce que les gens disent, ah bah oui, les dieux et déesses, je vais faire un parallèle. Si je fais une métaphore, quand on prend un diamant, un beau diamant, et qu'on met une belle lampe dessus, bien éclairée, comme un spot, on ne voit pas le diamant, mais on peut voir une facette. Et en fait, la métaphore que je veux faire, c'est qu'on ne peut pas envisager l'inconnaissable d'un seul. C'est trop immense pour nous. Et donc, les dieux et déesses sont des hypostases
comment dire, de l'inconnaissable. C'est pour ça qu'il y a le dieu des forêts, le dieu des sources, ou la déesse, etc. Vous êtes polythéiste. Et à côté de ça, un druide, est-ce qu'il peut être catho ou pas? Être quoi? Est-ce qu'il peut être chrétien? Est-ce que les deux sont possibles ou pas? Pour ma part, non. Non, mais alors après, je vais vous expliquer qu'il y a certains groupes qui alors, on va faire simple. Aujourd'hui, il y a 3 sortes de druidisme. Il y a un druidisme théâtral qu'on retrouve en Bretagne avec l'archidruide, hein, c'est tout à fait respectable, où ils rentrent dans les églises, ils sont chrétiens, ils le revendiquent, et à la fois, ils sont druides, mais druides pour retravailler les racines. C'est du culturel, en fait, beaucoup plus culturel. Il y a un autre segment que moi je refuse de fréquenter, qui est sectaire. Alors, sectaire, ce sont des ayatollahs du druidisme. Je pense à un druide qui un jour m'avait dit, moi, comment dire, on ne m'arrête pas sur mes terres, un flic de la République abat la République. Alors ça, je ne veux même pas en entendre parler. Et il y a tout un courant de pensée philosophique dont je fais partie. Et nous, dans nos rituels, alors ça va peut-être choquer certains, il y a une sorte d'abjuration. C'est-à-dire que moi, quand je suis devenu druide, j'ai accepté de faire place nette. Je ne regrette pas, hein, parce que j'ai toujours été dans la spiritualité, j'ai été baptisé, je suis catholique, je ne renie pas, mais j'ai décidé de fermer cette porte pour différentes raisons. Et donc, je ne fréquente plus je respecte, hein, c'est pas le problème, mais ma philosophie, ma spiritualité, c'est le druidisme. Hein. D'accord. Et donc, j'ai décidé de nettoyer les placards, pour faire une autre métaphore, pour faire place vide, pour être entièrement pour le druidisme. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas un hasard. Moi, je suis en recherche de spiritualité depuis que je suis tout petit garçon. Et je me suis rendu compte que le dogmatisme, hein, était quelque chose d'épouvantable. Pour moi. Donc tous ces dogmes, je le fuis. Et puis, j'ai un membre de ma famille qui m'a dit quand même, t'es chrétien et la Bible. Bah, je dis oui, mais la Bible, c'est un conte pour enfants, quoi. Je veux dire, c'est un conte pour adultes. Il faut arrêter. Si moi je reprends un peu l'histoire, au Concile de Nicée en 325, ça aurait pu être une autre religion. Hein. Ça, on aurait pu être culte de Mitra. Mitra qui est né d'une vierge un 25 décembre et du soleil. Donc, quand même un peu de. Donc, et le côté dogmatique, et d'ailleurs, si on va plus loin dans la Bible, hein, je disais un jour à un curé, parce que j'ai des copains hein, qui sont très engagés, on me disait, mais quand vous lisez la Bible et quand tu entends. Parce que j'ai lu la Bible, je la connais, puisque mes parents ont une éducation religieuse sérieuse à ce niveau-là, et bien quand tu vois, quand le Christ dit, il y a Pierre qui lui dit, mais tu nous avais dit que Élie reviendrait nous voir et que c'est écrit textuellement, je ne sais plus si c'est dans la Bible de Tob ou dans une autre. Christ dit, bah oui, vous n'avez pas vu, c'était Jean-Baptiste. En gros, c'est ce qu'il dit. Donc, on parle bien de réincarnation. Donc, l'Église a enfermé, comme beaucoup d'églises, dans un certain dogmatisme. Et il n'y a pas de vérité. Enfin, pour moi, il n'y a pas de vérité parce que, d'un autre côté, chez nous, dans le druidisme, il y a tellement de courants que certains s'y perdent et puis on tombe dans des trucs farfelus, les gens se tombent dans l'estime à pouvoir. Donc, je ne sais pas où est la voie du... Mais il y a certainement une voie du milieu. Mais donc voilà. Mais moi, pour ma part, c'est vraiment mes racines. Enfin, mes racines. Alors évidemment, on va dire que je fais Enfin, d'abord, je ne fais pas de prosélytisme, mais ce sont mes racines, je veux dire, au niveau la Bretagne, mes parents étaient bretons. Et au-delà de ça, enfin, je sais que moi, j'ai remonté mon arbre généalogique sur des générations, et on est issu on va dire, du Morbihan, dans son ensemble, du Grand Ouest, du Grand Ouest, Nantes, mais côté nord de Nantes, donc à remonter vers le Morbihan. Et je sens vivre, quand moi je fais un rituel, je sens vivre mes racines. Hein. Voilà, je me sens très bien à ce niveau-là. Oui. Justement, Mathurin, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai qu'en tout cas pour le grand public, le druidisme, c'est la Bretagne essentiellement, mais tu l'as dit, le druidisme, c'est le celtisme. J'ai l'impression, par exemple, que dans le sud ou
c'est quelque chose qui est beaucoup moins implanté, ou alors c'est vraiment extrêmement discret quand même. Alors, pour te répondre objectivement, Pascal, c'est très discret. Parce qu'il y a des groupes dans le sud, il y a des groupes en Corrèze, il y a des groupes en Belgique, il y a des groupes au Canada. Tu vois, on a un vieil ami qui est parti il y a quelques temps, un druide que j'aimais beaucoup, et lors de son départ dans l'autre monde, il y a des druides belges, j'ai rencontré des druides belges, canadiens, on a ritualisé avec des Canadiens, des Belges, des Espagnols, et on s'est tous retrouvés, c'était vachement sympa. Enfin, notre copain était décédé, mais il y avait une belle émotion de tous se retrouver ensemble. Donc le druidisme, oui, il est partout. Tu as des cercles en Belgique, on a des contacts avec le Canada, avec les Irlandais, avec les Anglais. D'ailleurs, vous savez que la défunte reine d'Angleterre était druide. Hein. Ah non, je ne savais pas. Charles est druide. Enfin, le prince Charles. Charles III est druide. Non, mais c'est pas rien, hein. Parce que c'est reconnu en Angleterre, hein, le druidisme. Donc, le druidisme, j'ai une copine qui est de souche anglaise, hein, écossaise pour être très précis, et de l'autre côté, tchèque. Et ben, c'est une druidesse extraordinaire, et elle se sent tout à fait bien là-dedans parce que les racines partaient de. Il y a des druides là-bas aussi. Alors évidemment en Écosse, mais aussi chez les Tchèques. Mais ce sont des druidismes, c'est pas comme une église en fait. Il y a des clans, des pensées. Alors on échange bien évidemment. Bon, Alors, il y en a beaucoup en Bretagne, il y en a fatalement dans le Finistère, dans l'île-et-Vilaine, Morbihan, dans le 44, à Paris. Il ne faut pas croire, hein, dans la région parisienne, il y a des druides. Hein. Il y a la clairière Bellovac qui sont des amis. Ils sont vraiment, ils sont dans l'Oise et le fils doit être en Île-de-France. Alors vraiment, donc là vraiment, il y en a partout. Mais on fait pas, on se met pas en avant, tout simplement. Oui, parce que si on fait un parallèle avec la franc-maçonnerie, on a l'impression que la franc-maçonnerie maille beaucoup plus le territoire que le druidisme. Alors bon, ils ne sont pas spécialement à se mettre en avant non plus, hein, mais... Non, mais je pense qu'il y a plus de francs-maçons que de druides. Hein. Le druidisme, ça reste quand même... Les plus gros cercles, c'est la Crédène Keltiac en Loire-Atlantique, sont des copains, donc ils ont 3-4 clairières, ils doivent être 40 ou 50. Oui, donc effectivement, en termes de taille, c'est pas du tout comparable, effectivement. Non, c'est pas du tout comparable. Mais tu vois, pour faire un parallèle, moi j'étais franc-maçon. Et je suis sorti, j'ai arrêté parce que je trouvais ça aussi. Alors dans les loges dans lesquelles j'étais, parce qu'il y a plusieurs courants, mais je trouvais ça trop dogmatique. Moi, j'aime pas être enfermé. Le druidisme, c'est aussi un espace de liberté et de spiritualité. Ce qui est intéressant, justement, tu indiquais effectivement que ces deux mouvements, enfin ce néo-druidisme et la franc-maçonnerie, qui est une espèce d'évolution d'autre chose. Bon, certains disent les Templiers, d'autres une évolution de la chrétienté, voire de l'hébraïsme. Ils naissent au même moment. Tu as analysé ça, c'est quoi? C'est une espèce de révolte, ou en tout cas d'en avoir marre d'un mouvement chrétien peut-être trop fermé, trop dogmatique? Ou ça a été un hasard? Non, je ne crois pas que ce soit un hasard, moi. Bon, alors après, en franc-maçonnerie, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous devez sans doute connaître, mais bon, il y a le Grand Orient, donc, qui est tout à fait laïque, mais après, il y avait des loges, il y a toujours des loges, entre autres le rite écossais rectifié, le rite ancien est accepté, etc. Tous ces rites-là, qui sont basés sur la promesse, enfin, prête serment, soit sur la Torah, sur le Coran ou sur la Bible. Hein. Ouais, après, il y a des mouvements très ésotériques comme Memphis Misraïm, où on est directement sur une sensibilité orientale, ouais, effectivement. Ouais. C'est ça. Alors moi, je pense que en fait, le renouveau de druidisme est reparti. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, parce que j'ai pas... c'est quand même parti... Je parle pour le druidisme, pour le coup, vraiment je pense à Iolo Morgan, qui était quand même
d'après les écrits, alors là, ce sont des écrits, hein, évidemment, a été vraiment pour anti-chrétien, il faut dire les choses, hein, pour le coup, hein, qui revendiquait le fait d'être je veux dire, anglo-saxon, de défendre ses terres, de cette philosophie, etc. C'est vraiment John Toland aussi, mais c'était beaucoup plus social, Toland. Mais ils sont partis d'un mouvement en voulant ramener leur culture, qui était un peu culturelle aussi à la base. Alors, on va quand même rappeler que les Romains n'ont pas réussi à conquérir l'Angleterre. Ils ont dû en partir à un moment quand même. Hein. Il y avait le mur d'Adrien, ils ne le passaient pas. Hein, donc, voilà, hein, voilà. Il y a quand même aussi cette culture. Ouais. Il y a une légende, enfin la légende des Tuatha de Dana. Dana, la déesse mère, la mère de tous les dieux. Donc ça, c'était en Irlande. Hein. D'ailleurs, je vais vous raconter, vous connaissez l'histoire de la pierre de Fal? Non, c'est la pierre des rois? Non. La pierre de Fal, c'est une pierre qui est en Irlande, sur la colline de Tara. La colline de Tara, d'ailleurs, il y a une reconstitution de cette pierre, donc c'est pas très loin de Dublin. Et donc, la colline de Tara dominait les 9 comtés d'Irlande. Et la pierre criait quand elle désignait le roi. Pour être roi, il fallait monter dessus, il fallait qu'elle crie. Et la pierre de Fal, a été, quand les Irlandais ont été plus ou moins envahis, ils l'ont envoyée en Écosse, elle est passée en Écosse, et la pierre de Fal, elle a été substituée par Édouard le Sec, je sais plus, enfin, qui était du temps de Brest, enfin, j'ai des trous de mémoire, enfin bref, mais quand le roi d'Angleterre voulait récupérer l'Écosse. Et donc, pour être roi, la pierre qui ne criait plus, c'est cette pierre de Fal, pour être couronné roi, il fallait qu'elle soit sous le siège. Donc il l'a volée et tous les rois, dont la reine d'Angleterre, ont été couronnés sous cette pierre. La reine d'Angleterre l'avait sous son trône quand elle a été couronnée. Hein. Ouais. Exactement. Et la légende disait que le jour où elle retournerait en Écosse, l'Écosse récupérerait son indépendance. Et Tony Blair l'a vendue à l'Écosse, cette pierre. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis que Tony Blair l'a vendue? Alors, Mathurin, d'ailleurs, il y a une légende autour de cette pierre de Fal. Je ne sais pas si tu as entendu ça, mais cette pierre de Fal serait ni plus ni moins la pierre qui aurait servi d'oreiller à Jacob lorsqu'il a vu l'échelle de Jacob. Est-ce que tu as entendu parler de ce parallèle ou c'est vraiment folklorique? Alors non, j'ai jamais entendu parler de ce parallèle, pour être objectivement jamais. En fait, ce serait la pierre qui servait sur laquelle Jacob avait posé sa tête pour se reposer, ce jour où il voit cette fameuse échelle de Jacob qui fait beaucoup parler. Est-ce qu'il a vu des anges? Est-ce qu'il a vu autre chose à travers cette observation? Est-ce qu'il a vu des êtres venus d'ailleurs, interdimensionnels, d'une autre planète? Enfin, voilà. C'est vrai que l'échelle de Jacob, c'est encore autre chose. Mais enfin, voilà. La pierre de Fal serait la pierre qui a servi de repose-tête à Jacob cette nuit-là. Mais bon. Moi, je pense que dans la légende, plutôt, chez nous, serait plutôt Dana avec les Tuatha de Dana, les faux moirés, etc. Donc après... Donc, il y a une transversalité dans beaucoup de folklore, effectivement. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça me ramène à tout à fait, pas à autre chose, mais ça me ramène à changement de fréquence. Pour une raison fort simple, je me suis spécialisé dans les états modifiés de conscience. Enfin, spécialisé. C'est quelque chose qui m'a passionné. Donc, j'ai une formation en holotropisme. Hein. J'ai fait 32 respirations holotropiques. J'ai une formation en hypnose spirituelle. Et quand on me demande, parce qu'il y a des gens qui disent l'holotropisme, c'est la vérité, l'hypnose spirituelle, c'est la vérité. Moi, je ne réagis pas comme ça. Sur les états modifiés de conscience, je pense que tout ce que j'ai vécu m'ont paru vrais, mais vrais de la façon suivante. Quand on fait un rêve très prégnant ou très puissant, le matin, quand on se lève, on dit « Waouh, c'est comme si je l'avais vécu ». Mais est-ce que pour autant c'est vrai ou pas? Donc, je n'affirmerai jamais que l'holotropisme, ce que j'ai vécu, est une réalité ou en hypnose. Par exemple, ça m'a amené une réflexion en me disant que ça soit le Christ, que ça soit Mahomet, que ça soit Bouddha ou je ne sais qui encore, c'est des gens qui ont certainement vécu des états de conscience modifiés et puissants, et certains en ont fait une religion. Et ce qu'il y a d'extraordinaire quand tu fais
une formation d'holotropisme. Hein. Donc, dans la formation que j'avais, on était en résidence et on était 24 élèves. Donc, tu en as 12 qui respirent, 12 qui accompagnent, et le lendemain, les 12 qui accompagnaient respirent, etc. Donc, ça fait 24 personnes qui voyagent. Après, moi, j'ai fait des sessions pour être formé où tu te retrouves généralement, c'est 24, pour des raisons pratiques, pour que les groupes soient intéressants. Et donc, plusieurs fois, j'ai animé, enfin, pas animé les groupes, mais j'étais assistant, etc. À 24 personnes, elles vivent 24 choses différentes. Et elles sont persuadées d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. Ben, si chacune devait en faire une religion, ça serait terrible. Hein. Là, ça ferait du monde. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que le druide se rapproche-t-il du chaman? Est-ce que les druides utilisaient ou utilisent encore des substances, des plantes, fument, boivent? Voilà. Est-ce qu'il y a cette culture-là du druide ou alors est-ce que vraiment c'est un travail purement spirituel et intellectuel? Alors il n'y a pas du tout. Enfin, moi, dans les groupes que je côtoie, il n'y a pas ça, il n'y a pas de substance, il n'y en a jamais eu. Par exemple, ce qu'on raconte, c'est que le druide, pour entrer en transe, buvait beaucoup de chouchen. Alors, je ne sais pas. Mais bon, ceci étant, je pense que. Alors, il est fort possible, parce qu'on a quand même. On ne sait pas beaucoup de choses. Hein, il est fort possible qu'il mangeait peut-être des champignons qui les aidaient je ne sais pas. Ceci étant, je pense que oui, le druide a certainement. Enfin, à l'époque, hein, je ne parle pas de nous maintenant, hein, avait certainement des. C'était le chaman européen, enfin le chaman des terres par ici. Alors, plus tu remontais c'est pas du tout à fait la même chose, mais c'était le chaman quand même. L'équivalent. Alors, à la fois, c'est le très savant, puisque c'est lui qui édictait les lois. Parce que ce qu'il faut savoir, dans le druidisme, tu as les vates, les bardes et les druides. Le barde, c'est la parole, le vate, c'est la médecine. En gros, je fais très simple. Et le druide, c'était le droit. Le droit, d'ailleurs, il parlait avant, dans les, c'est pas des légendes ça, le druide parlait avant le roi, et c'était le conseiller du roi. Et donc, chacun avait ses spécificités. Le druide, normalement, est censé être parfait, enfin, pas parfait, je ne sais pas le terme, mais est censé connaître beaucoup de choses. C'était celui qui apportait la le médecin qui faisait un petit peu tout, quoi. Qui était là pour l'orienter sur tous les domaines, quasiment. Oui, tout à fait. Bon, mais alors il y en a qui ont plus. On a par exemple dans nos groupes des gens qui ont le verbe très, très beau, vraiment magnifique. Il y en a d'autres qui sont plus sur l'aromathérapie. Et puis, mais on retrouve tout ça hein, dans nos groupes. Hein. Le druide avait le droit de se marier, d'avoir des rapports sexuels, d'avoir des enfants. Comment ça se passait à ce niveau-là? On fait quelque chose là-dessus? Ils vivaient en couple, ils avaient des enfants, il n'y avait aucun souci. Et ce qui avait d'intéressant dans la société celte, c'était par exemple, le fils, il y avait 3 classes. Il y avait la classe sacerdotale, enfin, philosophique et religieuse, les druides, la classe agraire et la classe guerrière. Le fils d'un agriculteur, pour faire simple, pouvait devenir guerrier. Le fils du guerrier pouvait devenir agriculteur. Le fils du druide pouvait devenir guerrier, etc. Il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. En fait, c'était une société assez ouverte au final. Oui, très ouverte. Il y avait une espèce de méritocratie ou de libre arbitre ou de libre choix de ce qu'on avait envie de faire, quelle que soit son origine au final. Exactement. Ouais, pas mal ça quand même. Ouais. Et puis, le culte de la femme aussi. Enfin, je veux dire, la femme avait les mêmes droits, était respectée, etc. Ça, c'est hyper. Une sacrée ouverture d'esprit pour l'époque, hein, que les femmes aient les droits de devenir druides tout autant que les hommes. Et ça, justement, c'est ma question, Mathurin, parce que initialement, les mouvements francs-maçons sont strictement masculins. Voilà. On accorde beaucoup plus tard le droit aux femmes de s'assembler en loge, mais féminine uniquement. La mixité vient vraiment plus tard. Oui. Au niveau du néo-druidisme, est-ce que tout de suite on dit OK, les femmes peuvent devenir druidesses, peuvent venir à nos rituels, ou c'est quelque chose qui s'est fait aussi sur le long terme? Donc, alors, ça dépend des régions. Objectivement, ça dépend des régions. Mais globalement, tout ce qui était anglo-saxon, il y avait quelques femmes. Hein. Et par exemple, en Suisse, il n'y avait pas de femmes. D'accord.
Je raconte l'histoire parce que j'ai eu les lignées de ce qu'on appelle la Taine ancienne, donc qui est au niveau de la Suisse, par une druidesse qui était la seule femme acceptée à rentrer dans un cercle de druides. De druides. Bon, voilà. Mais normalement, les femmes, oui, bien évidemment. Et quand tu lis les écrits, il y avait des druidesses, bien évidemment. Alors, moi, Mathurin, j'ai une question parce que les gens qui vont regarder cette émission, ils vont se dire, ouais, c'est vrai qu'il y a une espèce de liberté idéologique qui n'est pas inintéressante. Il n'y a pas de livre, ça c'est plutôt bien. Ça veut dire que il n'y a pas à se cantonner à ce qui est écrit sur le bouquin et si tu sors, tu n'es plus dans le cadre et donc tu n'es plus dans le jeu. Il y a des gens qui vont probablement se dire, mais comment fait-on pour entrer dans un cercle druidique? Comment choisir le bon cercle? Parce qu'on sait que certains cercles sont topés sectes, hein, tu l'as dit tout à l'heure, hein, très clairement. Comment on rentre auprès de ces cercles? Est-ce qu'il faut être coopté? Oui, alors, chez nous, c'est par relation. Oui, par relation. On a des sites. Hein. Moi, j'ai un site druidique. Sur Nantes, la Crène Keltiec a un site. Alors, les gens cherchent. Alors, c'est pas facile de trouver le bon cercle, je suis d'accord. Ma réponse, c'est très compliqué parce que tu as des sites. J'ai vu un ou deux sites très intéressants. Je sais qui est derrière. Je dis, dommage pour celui qui va y rentrer. Il risque de venir. Donc, c'est un peu compliqué, effectivement. Alors, moi, je suis rentré comment? Je vous raconte l'anecdote. J'avais une relation qui était radiesthésiste et géobiologue. Et je lui ai fait traiter la maison à l'époque. Alors, c'est vieux, hein, je parle des années 2000. Hein. Et en discutant avec lui, il me parle de druidisme. Enfin, c'est sans faire de prosélytisme. Je lui dis, ah bon, ça existe toujours? Il me dit, bah ouais. Il me dit, moi, je suis druide dans un cercle près de Dinan, pour être très précis. Il me dit, bah, ça t'intéresse de venir voir? Bah, je dis, bah ouais, ça m'intéresse, donc je suis allé voir. Et donc, le druide était le plus vieux druide d'Europe à l'époque. Il s'appelait Goff Asteredenus, parce qu'on a des noms de druides. Goff Asteredenus, ça veut dire le forgeron des étoiles. C'est beau, hein? Et Goff était un druide qu'on appelle, c'était un des derniers druides claniques. C'est-à-dire que lui, il était fait druide par son grand-père, qui lui a transmis, il avait 12 ans. Et il a écrit des choses là-dessus très intéressantes. Moi, j'ai discuté avec lui. Mais dans ma famille, à l'époque, depuis le Moyen-Âge, on substituait un enfant qu'on ne déclarait pas à l'église. Et celui-là devenait druide. Et donc, c'est une transmission orale qui s'est faite de génération en génération. Et malheureusement, Goff est décédé à l'aube de ses 98 ans, il y a déjà 4-5 ans. Et son fils était décédé, donc il a transmis des choses. Et c'est lui qui a fait druide, entre autres. Et ça, c'est très, très émouvant pour moi. Et c'était un personnage. Donc j'ai eu beaucoup de chance, qui avait une vraie culture bretonne, celte. Je dis bretonne parce qu'à la base, il était très breton, mais très celtique et très dans l'histoire. Et il a écrit 32 leçons druidiques, dont je suis le dépositaire aujourd'hui. Donc, sur l'histoire du druidisme, sur comment être druide, etc. J'ai toute une bibliothèque à ce niveau-là. Oui, qui est vraiment. Enfin, voilà, je trouve pas ça à la Fnac, quoi, c'est clair. Non, mais tu vois, par exemple, les gens qui rentrent chez nous, je transmets. Ouais. Ok. Ouais. Parce que c'est important. Alors maintenant, c'est pas quelque part le terme est fort, mais est-ce que c'est pas une trahison justement d'avoir écrit alors que c'est une culture qui normalement ne s'écrit pas? Enfin, en tout cas sur le druidisme initial. Non, c'est pas une trahison parce que c'est plus sur l'histoire telle que lui la voit. Ouais. Et il ne révèle pas les rituels. Ouais. Il ne révèle pas mais il explique pourquoi on fait la sama, dans quel sens. Quel est le sens, pourquoi on boit telle boisson à tel moment, pourquoi à tel moment Moi, j'ai découvert grâce à lui, il y avait une fête qui était faite par les Celtes aux alentours du 21 décembre, donc presque Noël, qui s'appelait les Corriganettes en Bretagne, et où on offrait des bonbons et des cadeaux aux enfants. C'est marrant quand même. Et il a écrit sur toute la chose, et je me dis qu'aujourd'hui, il est possible, parce que je t'ai contacté par un éditeur, il est possible que j'écrive sur le sujet. Ah, intéressant.
Ne risques-tu pas de te prendre une fléchette au curare en faisant ça? Parce que je ne vais pas révéler de secret. Enfin, il n'y a pas de secret. Si tu veux, à la différence de la franc-maçonnerie, c'est qu'il n'y a pas de secret. Alors, je m'entends quand je dis ça. Hein. Ouais. Les gens pensent qu'il y a un secret maçonnique, etc. Si tu veux, Goff, je vous raconte une anecdote qui était extraordinaire. Il habitait pas loin de Dinan. Et le lieu qu'il avait choisi, c'était dans une forêt, pas loin de Dinan, où il y a un magnifique menhir sur un chemin. Et sur ce chemin-là, juste à côté, il y a un chemin où tous les dimanches matins, il y a des gens qui font un jogging. Et lui ritualise là, parce que c'était son endroit. Et donc, on essaye de faire les rituels de dimanche pour avoir le plus de personnes de nos groupes, parce qu'il faut que ce soit un week-end. Et les premières fois que je suis venu, c'était extraordinaire. Parce que moi, je n'étais pas rentré dans le cercle, donc j'étais un peu l'écart, je regardais comment ils ritualisaient. Et tu avais les joggers qui arrivaient, les gens qui couraient ou avec un VTT. Et les mecs s'arrêtaient, le mec il me dit c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Tu fais pas une secte, ce sont des druides. Ah, des druides? Et les gens posaient leur vélo, s'asseyaient. Et puis je venais lui parler, après, ah bon, mais vous êtes druides, expliquez-nous. Puis il expliquait, puis les gens repartaient en vélo. Et c'était hallucinant. Et j'ai trouvé ça formidable. Et ça, en se baladant à Brocéliande aussi, ça t'arrive ou pas? Parce que je sais que pour y avoir été quelques fois, effectivement, oui, c'est surprenant, c'est pas du guerre, mais c'est la situation que tu décris. On est dans un monde où on est complètement imprégné et puis on croise des personnes qui, comme toi, vénèrent la nature. Après, savoir si c'est des druides ou pas, je ne sais pas. Alors, Brocéliande, c'est un endroit que je connais parfaitement bien, parce que j'ai ritualisé pendant 15 ans là-bas. Parce qu'on avait une maison, mon épouse et moi, et donc c'était sur un cercle privé. Et on a quitté Brocéliande pour revenir dans le Morbihan. Enfin, je veux dire, j'ai fermé les cercles là-bas puisqu'on a vendu. Mais au-delà de ça, j'ai arrêté de ritualiser parce que le problème de Brocéliande, c'est que tu retrouves le bon comme le mauvais. On parle souvent de Brocéliande, le mythe de Brocéliande. Alors, tu as beaucoup d'allumés du bonnet qui vont se promener là-bas. Je le pense vraiment. Hein. Quand tu penses qu'ils ont été obligés de de grillager autour du hêtre de Pontus, il y a eu des messes noires où ils faisaient brûler ils ont failli faire brûler le hêtre de Pontus. Enfin, tu te dis, c'est pas possible. Les gens sont. Mais c'est une vraie philosophie comme le bouddhisme. En fait, c'est là-dessus que je voudrais terminer en disant que moi, j'ai des demandes. On a une demande. Nous demandons si on dansait nu sous la lune. Enfin, on dit aux gens, mais vous êtes. Ou alors, quels sont vos pouvoirs? Encore une fois, c'est le pouvoir de l'instant présent, le pouvoir de l'instant qu'on ritualise en conscience, point barre. C'est une philosophie qui croit à la transmigration de l'âme, qui honore la terre, parce que qui est notre terre nourricière, et qui est d'une grande tolérance. Ça, c'est déjà... on respecte normalement, enfin, c'est la philosophie druidique de respecter les autres, et même les autres religions. On ne prétend pas qu'elle est meilleure ou mieux qu'une autre, pas du tout, c'est... Voilà, je suis sur mes terres, l'endroit où je suis né, moi ça me plaît bien. On respecte la nature et on a l'amour de tout ce qui vit. Et sans transition, il y a quelque chose qui m'interpelle, moi, c'est les aliments de Carnac, évidemment. Je vais passer à côté de cette question. Est-ce que les aliments de Carnac, pour toi, ça a à voir ou pas avec les astres? Oui, alors je pense que c'est plus ancien que le druidisme. Hein. Franchement, les animaux de Karnak, quand on lit l'histoire, c'est bien plus ancien que les druides. Moi, j'ai un copain géobiologue qui me disait que c'est une centrale formidable. Parce que les pierres ne sont pas là par hasard, à l'inverse. Hein. Et de dire, alors peut-être que les druides ont tourné autour, mais à la base, c'est pas druidique, hein, c'est pas vrai. Hein. C'était avant les druides, hein, Karnak. Ah, d'accord. Enfin, je vois Pascal qui hoche de la tête. C'est comme certains monuments qu'on a récupérés et oui, bien sûr. recyclés. Hein. Enfin, les chrétiens ont été les champions du monde pour ça hein, aussi. Hein. Oui, tout à fait. Ils avaient. Je suis en train de vous rechercher un. Il y a des choses, tu veux dire. Il y a peu d'églises vraiment d'époque qui n'ont pas été construites sur des lieux sacrés d'autres. Exactement. Qu'on dit païennes. Enfin, je ne connais pas de religion plus païenne que la chrétienté au final. Vous connaissez la prière des druides? Non. Non. Je vais vous la lire parce qu'elle est très, comment dire. Avec plaisir. Alors il y a plusieurs versions, mais ça c'est la version. C'est donne-nous au esprit ton appui.
Et avec ton appui, la force, et avec la force, la compréhension, et avec la compréhension, la connaissance de tout ce qui est juste, et avec la connaissance de tout ce qui est juste, le pouvoir d'aimer, et avec le pouvoir d'aimer, l'amour de tout ce qui vit, et avec l'amour de tout ce qui vit, l'amour de l'esprit, ô inconnaissable. Ça, c'est la prière des druides. Il y en a une deuxième que... On se mettrait bien quelques hommes politiques en ce moment, tu vois. Pas que. Et moi, ce qui m'a fait devenir druide, je l'ai expliqué au mariage de mon fils, puisque mon fils a souhaité avoir une cérémonie druidique, parce qu'on fait des mariages. Hein. J'en ai peu parlé, mais j'en fais un autre. Je fais un mariage au mois de juin prochain, sur l'île aux Moines, par exemple, on m'a demandé. On fait des funérailles, on fait des entrées dans le cercle, parce que j'en ai peu parlé, mais dans la philosophie druidique aussi, on fait rentrer, on reconnaît l'enfant à sa naissance, on le présente aux dieux et déesses, à la famille. À 7 ans, on le fait rentrer dans le cercle et on le reconnaît en tant qu'entité. À 14 ans, on lui demande si ça l'intéresse, et à 21 ans, il y a tous les rites de passage, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et il y a moi, ce qui m'a fait rentrer dans le druidisme, c'est une prière qu'a écrit Goff Astérédénou, je ne la revendique pas, elle n'est pas de moi, mais aujourd'hui je l'ai souvienne. Et je trouve que cette incantation relate tout à fait l'esprit druidique. C'est l'homme debout s'adressa au ciel et dit: je ne te dirai plus mon Dieu, car tu n'appartiens à personne. Et puisque tu m'as donné la liberté de te refuser, tu n'es pas non plus mon maître. Mon Seigneur, j'ignorerai tes statuts, ne contemplerai plus tes tableaux, car tu n'as ni forme ni visage. Je ne te prierai plus dans les temples, puisque tu es partout. Pourquoi serais-tu là plutôt qu'ailleurs? Dis-moi seulement comment vivre et t'appeler dans mon cœur. Un murmure immense répondit: je suis l'amour universel, l'énergie primordiale, éternelle et créatrice. Tant que tu aimeras tes frères et celui de toute forme de vie, tu m'aimeras et moi je t'aimerai. Tu seras avec moi et je serai en toi. Sois altruiste, contemple, écoute, essaie de comprendre et de communiquer. Mets-toi en résonance, recherche l'équilibre et l'harmonie. Bats-toi contre la haine, contre l'intolérance, bats-toi jusqu'à la vie. Après, c'est mon affaire. Et l'homme s'agenouilla en paix. Ça, c'est ce qui m'a fait devenir druide. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal. C'est très très beau texte. Ouais, oui, franchement, oui. Et donc, je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus, hein, parce qu'effectivement, on n'ira pas plus loin là. Oui. Pour nous, enfin moi, faire connaître ces deux textes, c'est important. Je crois que ces deux textes expriment tout à fait la philosophie. C'est ça, être un druide. Je reviens à la première philosophie, c'est ça, être un druide. Tu peux peut-être nous les envoyer, ces textes-là, qu'on les mette sous le release. Et non, on va respecter l'esprit, ce sera que de l'oral. Au contraire, non, je trouve ça beau. Oui, respectons l'esprit. C'est vrai, mais c'est tellement chouette. Mais si un jour vous voulez assister à un rituel, parce qu'il y a la prière aussi, les incantations. Super intéressant. Non, vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. Ouais, bon, moi, je ne suis pas à côté, mais si un jour je peux assister à un rituel, ouais, ce sera avec plaisir. Avec grand plaisir. Je pense qu'on a toutes les explications, Mathurin. Merci beaucoup de nous avoir détaillé ce qu'était le druidisme, de nous avoir parlé si longuement de ton expérience, d'avoir détaillé l'histoire du druidisme, et puis surtout répondu à nos questions et bien plus. Et merci Pascal aussi d'avoir pu cette fois-ci participer à cette interview qui tenait à cœur aussi avec Mathurin. Et surtout, on espère à une prochaine fois avec des nouveaux projets. Très bien, merci à vous deux, c'était très intéressant. Je suis très heureux c'est la deuxième fois que je viens sur Maybe Planet et c'est toujours un vrai plaisir. Et je vous dis à très bientôt et bientôt la suite de Changement de fréquence sortira. C'est ce que j'allais dire, on a une belle occasion de se revoir, c'est pour la suite de Changement de fréquence. Justement, c'est prévu pour quand, Mathurin ? Alors, normalement, printemps 2023. Ouais, bon, on y est presque, hein. On y sera vite. Hein. Rendez-vous est pris pour le tome 2 de Changement de fréquence, bien entendu. Très bientôt et merci de votre accueil. Merci beaucoup. Merci à toi, Mathurin. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir, bonne soirée.